Bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle capsule sur le contexte légal de santé-famille. C'est vraiment un bonheur pour moi d'accueillir aujourd'hui Isabelle Boulanger de l'AQPV, de l'Association québécoise Plaidoyer Victimes. Isabelle Boulanger qui est chargée de projet à l'AQPV. Puis, j'ai eu l'idée de les inviter pour enrichir notre tablée d'experts quand j'ai vu une magnifique brochure sortir sur le web pour information aux victimes d'actes criminels. Puis je me suis dit que ce serait super riche pour vous, les familles, de pouvoir en entendre plus sur ça. Avant de donner la parole à Isabelle, je veux quand même spécifier que c'est pas la majorité des personnes qui vivent un problème de santé mentale qui vont commettre des actes criminels, puis encore moins à l'égard de leurs proches, mais ça fait partie de la réalité de certaines familles, puis c'est important d'en parler, d'ouvrir la parole sur ce sujet-là qui peut être encore plus tabou déjà que les troubles mentaux. Voilà. Puis quand ça arrive, qu'une famille peut être victime de son proche, par exemple, mais les familles se retrouvent souvent désemparées avec plein de questions. De mon expérience, ce que j'entends des familles, c'est qu'ils vont souvent minimiser les gestes de leurs proches par amour, par honte, par conflit de loyauté, de culpabilité, par peur que leurs proches aillent en prison, toutes sortes de raisons, aussi valides les unes que les autres. Mais on est ici aujourd'hui avec Isabelle pour démonter un petit peu ces tabous-là, puis ouvrir la discussion sur tous ces sujets-là. Je vais laisser Isabelle en dire plus parce que je ne veux pas lui voler des punchs. Mais voilà, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup Isabelle pour ta présence. C'est vraiment un plaisir de t'avoir. Hey, Marie-Ève, c'est moi qui suis super contente d'être avec toi aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Merci de donner l'occasion à la QPV, puis à moi-même, finalement, de pouvoir partager notre travail. La dernière année, on a travaillé sur la commission d'examen des troubles mentaux, la CETM. Puis donc, quand les personnes victimes d'actes criminels commis par une personne déclarée non criminellement responsable pour troubles mentaux, pour cause de troubles mentaux, donc, a affaire avec la CETM, la Commission d'examen des troubles mentaux. Donc, ça me fait plaisir aujourd'hui d'en parler. Veux-tu qu'on commence? Oui, oui, je vais y aller. Ben, justement, avec ma première question, j'aimerais ça que tu m'en dises plus sur le fameux verdict de non-responsabilité criminelle. C'est quoi ça au juste? Ben, en fait, il faut comprendre que toute personne est présumée ne pas être atteinte d'un trouble mental quand elle commet un geste criminel. Ça fait que, en fait, le verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, c'est quand, lors du procès, le juge va considérer que la personne accusée qui a commis le geste criminel était atteinte d'un trouble mental lors de la commission du geste. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas savoir que le geste était mauvais, elle ne pouvait pas prévoir les conséquences du geste, elle ne comprenait pas, dans le fond, la gravité du geste qu'elle commettait. Ça fait que c'est à ce moment-là que le juge va déclarer, va prononcer un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. Là, on va dire NCR, je pense que ça va être plus C'est bon. facile. Puis, il faut comprendre que la personne accusée, elle a bel et bien commis le geste, mais elle n'est pas déclarée responsable, donc, pour cause de trouble mental. Puis donc, elle ne sera pas accusée, elle sera pas condamnée, elle ne sera pas déclarée coupable, elle ne sera pas acquittée. Il n'y a pas de notion de punition. Là, c'est la personne, dans le fond, qui est déclarée NCR va être soignée. Puis aussi, c'est dans le but de protéger le public. Donc, la personne déclarée NCR, si jamais la CETM décide de la maintenir détenue, ça ne sera pas dans une prison, ça va être dans un hôpital désigné qui a des niveaux de sécurité variables. Oui, je comprends. Puis je pense que c'est important de le préciser. Puis je l'entends dans ton discours, mais pour juste être sûr, parce que ça a été une question qui revient souvent de la part des familles, pourquoi c'est pas toutes les personnes qui vivent avec un problème de santé mentale qui vont avoir un verdict de non-responsabilité criminelle? Ben, en fait, c'est parce que c'est vraiment au moment de l'acte criminel que c'est le moment qui est évalué. Oui. C'est à ce moment-là. C'est qu'une personne peut vivre des enjeux de santé mentale, mais quand elle va poser l'acte criminel, elle va être consciente de ce que ça signifie, avoir une intention de poser un acte
grave, elle va comprendre les conséquences de cet acte-là. Là. Ça fait que la question d'intention est très importante en droit criminel. Donc, c'est pour ça que c'est pas toutes les personnes qui ont des enjeux de santé mentale qui vont avoir un verdict de NCR. Là. Ouais, je comprends. Puis, je t'amène vers un autre côté. Souvent, les familles, quand je fais de l'enseignement par rapport à ce processus légal-là qui est assez complexe, puis qu'il n'y a pas, il y a plusieurs familles qui peuvent passer par là, mais c'est quand même rare, puis on n'en parle pas beaucoup. Puis souvent, on va se mélanger dans différents concepts. Là, on parle de non-responsabilité criminelle. C'est quoi la différence avec l'inaptitude à subir un procès? On se mélange souvent dans tout ça. Oui, J'aimerais ça que tu me le précises. ouais, c'est vraiment mêlant. Puis c'est vrai que c'est pas du tout la même chose parce que comme on disait, le verdict NCR, c'est au moment du geste. Puis l'inaptitude à subir son procès, ça va être pendant les procédures judiciaires. Donc, les critères sont pas pareils. C'est-à-dire que là, pendant le procès, on voit si la personne accusée est pas capable de communiquer avec son avocat ou son avocate, est pas capable de lui donner des consignes ou elle comprend pas les procédures, les accusations qui sont portées contre elle ou les conséquences de ces accusations-là. C'est à ce moment-là qu'une personne pourrait être déclarée inapte à subir son procès. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la personne qui est inapte à subir son procès peut devenir apte à subir un procès, subir son procès et ne pas être déclarée non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux. Parce qu'au moment où elle a posé ses gestes, elle était tout à fait consciente de ses gestes. Donc, c'est vraiment deux verdicts différents, puis il n'y a pas nécessairement de lien entre les deux. Oui, je comprends. Fait que l'un peut arriver sans l'autre, c'est pas directement relié, c'est ça. Exactement. OK, super. Puis, ben, je nous ramène à la non-responsabilité criminelle. Une fois qu'on a reçu ce verdict-là, que le proche est passé en cours, il est non responsable, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, après le verdict de NCR, le dossier de la personne déclarée NCR est transmis à la Commission d'examen des troubles mentaux, la CETM. C'est une instance qui est chapeautée par le Tribunal administratif du Québec. C'est la CETM qui va prendre les décisions à l'égard de la personne déclarée NCR. Au moins une fois par année, il y a 3 juges minimum qui vont évaluer finalement les risques que la personne peut poser, représente pour la sécurité du public. Ça, c'est le facteur le plus important, le facteur prédominant, mais il y a d'autres facteurs comme les troubles, l'état mental de la personne déclarée NCR ou bien ses besoins ou sa réinsertion sociale. Donc, il y a plein de facteurs que la CETM va examiner. Puis là, ils vont décider, ils vont prendre des décisions. C'est-à-dire ils vont décider est-ce que cette personne-là, on va la maintenir détenue dans un hôpital désigné, avec ou sans condition, ou est-ce qu'on va la libérer avec des conditions? Puis les conditions, c'est variable. Là. Ça peut être une condition d'habiter dans un lieu particulier, une ressource, par exemple, ou bien ne pas communiquer avec la personne victime. Donc, il y a différentes conditions qui peuvent être imposées. Puis aussi, l'autre décision, c'est qu'on peut libérer sans condition la personne déclarée NCR si elle ne représente plus un danger important pour la sécurité du public. Donc, à ce moment-là, la personne déclarée NCR n'aura plus affaire avec la CETM, sauf si elle commet une autre infraction puis qu'elle est redéclarée non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux, éventuellement dans le futur. Mais c'est ça. Ça fait que l'important, dans le fond, pour la CETM, c'est de prendre la décision la moins sévère puis la moins privative de liberté par rapport à la personne initiale parce qu'on n'est pas dans un contexte de punition. On est dans un contexte de protection du public et de soins pour la personne déclarée NCR. Tout à fait. Fait que la CTM veut protéger autant les personnes victimes que la personne qui vit avec le problème de santé mentale. Ben oui, il évalue vraiment C'est ça. ce qui se passe avec cette L'ensemble. personne-là. Exactement. Puis il y a une équipe traitante qui va venir donner son opinion, l'équipe qui prend soin finalement de cette personne-là. Les psychiatres, les criminologues, les travailleurs sociaux. Je me rappelle moi-même, à titre d'infirmière en psychiatrie, dans mes jeunes années d'infirmière, j'ai eu l'occasion d'aller à ce type de rencontre-là. J'ai accompagné des patients.
Et puis, c'est assez intimidant pour les patients, pour les familles, ce Oui. type de procédure-là. Fait que je suis vraiment contente qu'on en parle aujourd'hui parce que même pour moi, tu me ramènes des souvenirs puis des questionnements qui m'avaient jamais vraiment été répondus. Fait que c'est vraiment super intéressant. Puis, on parle beaucoup de la personne qui a commis l'acte criminel, mais qui est non criminellement responsable. Si on en vient aux personnes victimes de la personne, tu sais, sont victimes, là, la personne qui a commis l'acte criminel, ben, est déclarée non responsable. Est-ce que ces personnes victimes-là ont des droits au travers de tout ça? C'est quoi les droits des personnes victimes qui ont affaire avec la CETM? Oui, bien en fait, les personnes victimes, depuis 2015, il y a une charte qui a été adoptée, la Charte canadienne des droits des victimes. C'est assez récent, ça fait que c'est pas tout le monde qui la connaît, là. Même moi, ça fait pas si longtemps que je la connais, là. Ça fait que c'est une charte qui protège les droits des personnes victimes, particulièrement le droit à l'information, le droit à la protection et le droit à la participation. Puis c'est pas différent au niveau de la CETM. C'est-à-dire que les personnes victimes ont le droit d'être informées, ils ont le droit de demander des avis d'audience, c'est-à-dire la date et le lieu de la prochaine audience. Ils ont le droit de demander des avis de libération si jamais l'état mental de la personne déclarée NCR justifie une libération conditionnelle ou pas conditionnelle. La personne victime a le droit de recevoir un avis l'avisant de cet état de choses. Ensuite, elle peut demander la décision, de recevoir la décision suite à l'audience. Ce ne sera pas la décision complète, mais ça va être la décision avec ce qui la concerne et la décision finale, c'est-à-dire libération ou détention. C'est une décision qu'on dit caviardée. Ensuite, elle peut savoir aussi le lieu de résidence projeté de la personne déclarée NCR si jamais elle est libérée sous condition. Mais surtout, elle a un droit de participation, c'est-à-dire que la personne victime a le droit de rédiger et de déposer une déclaration de la victime à la CETM. Une déclaration de la victime, c'est un document dans lequel la personne victime va s'exprimer. Elle va raconter ce qu'elle a vécu, les conséquences particulièrement du geste commis, là, les conséquences psychologiques, physiques, matérielles. Puis elle peut aussi exprimer ses craintes par rapport à la situation. Puis ça, cette déclaration de la victime, la CETM a l'obligation d'en tenir compte dans ses décisions. Fait que c'est super important, mais ce Mhm. qu'on se rend compte, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de personnes victimes qui exercent ce droit-là, finalement. Euh, il n'y a pas beaucoup de personnes victimes qui assistent aux audiences, mais elles ont le droit parce que les audiences sont publiques. Ça fait que Mhm. puis elles peuvent demander à présenter leur déclaration de la victime à l'audience. Ça ne sera pas nécessairement accordé automatiquement, ça dépend de la situation, du contexte. Mais elles peuvent le demander si elles veulent la lire à haute voix ou même demander à quelqu'un de la lire en son nom. Je comprends. Fait qu'il y a il y a plusieurs choses que les personnes victimes, les proches ou autres personnes peuvent faire pour gagner du pouvoir dans cette situation-là. J'ai aussi entendu parler de proches qui demandent d'être partie aux procédures concernant la personne qui a commis l'acte criminel. Peux-tu m'en dire plus? Est-ce que c'est ce que tu m'as décrit ou c'est quelque chose de Ben, plus? c'est différent parce que être partie, en fait, en ce moment, mettons, à la CTM, les parties, c'est la personne déclarée NCR qui est représentée ou pas représentée par un avocat. Ça va être le procureur du DPCP, le directeur des poursuites criminelles et pénales. Ça, c'est pas automatique parce qu'il faut qu'il demande à être partie. Puis, il va y avoir le responsable de l'hôpital, la personne responsable de l'hôpital désigné. Ça, c'est les parties officielles là, généralement qui sont là. Puis quand on est parti, on peut interroger la personne NCR, on peut donner nos arguments sur la situation pour éclairer les juges dans leurs décisions. On peut aussi interroger les témoins s'il y en a. Puis aussi, on peut contester la décision éventuellement. Sauf que ça, demander à être partie, c'est c'est accordé seulement aux personnes, puis c'est pas automatique non plus, là, qui, dans le fond, qui ont un intérêt substantiel, un intérêt vraiment profond à protéger les intérêts de la personne déclarée NCR.
Ça fait qu'elle a intérêt à protéger ses droits, ses besoins. Vraiment, c'est dans une optique de protection des intérêts de la personne bénéficiaire. C'est pas juste pour donner son opinion ou bien se mêler du Mhm. dossier. Ça va être accordé, ça peut être accordé à une personne victime, comme par exemple un parent qui a été victime de voies de fait de la part de son enfant qui a été déclaré NCR, mais Mhm. qu'au lieu de demander un statut de victime, ce parent-là va demander un statut de partie parce qu'il est vraiment intéressé à protéger les intérêts de son enfant, puis à suivre le dossier comme il faut. Donc, ça peut être une personne victime, mais ça peut aussi être un proche qui n'a pas été victime, là. C'est ça. Mais c'est Exact. intéressant de savoir que c'est possible, en effet. Ben oui, puis tu sais, que ce soit la personne victime ou les proches, je pense que ça l'amène une certaine voie d'espoir, puis d'empowerment pour la personne, puis surtout pour une personne victime. Puis tu disais que il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont, tu sais, témoigner de leur vécu à la CETM. Puis je compatis tellement, c'est tellement comprenable. Puis il y a plusieurs facteurs qui viennent entrer en compte, mais je pense que ce type de discussion-là qu'on a aujourd'hui, ça peut encourager les gens à prendre parole, puis à, à faire valoir leur expérience qui gagne tellement être pris en compte dans ce type de situation-là. C'est certain ça peut être autant traumatique que thérapeutique, dépendant des situations, dépendant des personnes. Mais sachez, si vous êtes victime d'un acte comme ça, vous n'êtes pas tout seul. Il existe différentes associations qui peuvent vous accompagner. Je vais demander là, à Isabelle de nous partager des petits liens qu'on pourra rajouter plus tard. Puis, on va continuer dans nos capsules sur le contexte légal de vous en parler, de vous accompagner envers toutes ces situations-là qui pourraient vous arriver. Fait que, Isabelle, on arriverait déjà à la fin de notre très belle capsule. En conclusion, est-ce qu'il y a un message? C'est quoi le message que tu aimerais que les familles retiennent de notre capsule? Ben, en fait, comme tu disais, là, les gens sont pas seuls. Il faut vraiment qu'ils n'hésitent pas à aller chercher du soutien. Il y a des organismes d'aide aux personnes victimes d'actes criminels qui sont là, des personnes formées, des intervenants, des intervenantes, vraiment. Puis on a, dans notre brochure, on a un bottin de ressources. Ça que, la brochure est gratuite, elle va être en ligne. Justement, tu vas avoir le lien disponible, là. Puis elle est très vulgarisée, ça fait que c'est compliqué, la CETM, le rôle de la CETM, les droits des personnes victimes ne sont pas très connus, ça fait que c'est important d'en parler comme tu fais, là, c'est vraiment super, vraiment, c'est une belle occasion de faire connaître les droits des personnes victimes. Ouais. Tout à fait, mais ça me tient énormément à cœur, puis je vois que ça tient beaucoup à cœur, Isabelle aussi. Donc, c'était vraiment un grand plaisir de te recevoir. Puis, tout le monde qui nous écoute, si vous avez des questionnements, des commentaires, peu importe, mais laissez-les nous sous la capsule, puis je vais relancer nos amis de l'AQPV pour pouvoir vous répondre. Puis, bien sûr, il y a la très belle brochure que je vous invite à aller consulter. Puis, il va y avoir le lien, comme Isabelle l'a mentionné, là, sous la capsule. Donc, merci encore beaucoup, Isabelle. Au Hey, plaisir. c'est moi qui te remercie, Marie-Ève. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup.